Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui vidéo spéciale, vidéo rétrospective sur la saison 4 de la série The Walking Dead. Comme la vidéo est très dense, comme il y a énormément de choses à dire, parce que la saison 4 en fait c'est une saison qui est bourrée d'émotions, qui est émotionnellement très forte, et bah j'ai voulu diviser cette vidéo en deux parties. Donc il y a une première vidéo qui va être consacrée à la première partie de cette saison, donc l'épisode 1 à 8, et une autre vidéo qui va être consacrée à l'épisode 8 à 16. On parle de The Walking Dead quand même, et The Walking Dead c'est quoi? Bah c'est la première grosse série blockbuster à avoir mis des zombies au centre de l'histoire sur petit écran. Et ça, c'est pas rien. Même si la plupart d'entre nous, bien sûr, ont découvert ça sur des sites de téléchargement ou directement sur Netflix. Et même si je considère que la saison 2 et 3 sont des chefs-d'œuvre au niveau de l'écriture, au niveau scénaristique, au niveau de la mise en scène, au niveau du management de l'histoire, au niveau du jeu des acteurs, parce que pour rappel, dans la saison 3, il y a quand même des scènes de ouf. L'intro mémorable qui commence sur l'œil de zombie, la conquête de la prison, la descente aux enfers de Rick, l'arrivée de Michonne, les retrouvailles entre Merle et Daryl, le face-à-face entre Rick et le gouverneur, le coup de folie de ce dernier après l'attaque finale. Notez que la première scène du tout début du dernier épisode commence cette fois avec ce plan sur l'œil restant du gouverneur, clin d'œil au sens propre au premier épisode qui s'ouvre sur l'œil du zombie dans la maison au tout début. Malgré la réussite qu'était la saison 2 et 3, la saison 4, même si je la considère moins réussie, ça reste ma préférée. Donc si vous êtes un gros fan de la série, que vous voulez prendre une grosse claque au niveau de la nostalgie, cette vidéo, vous allez la kiffer. Allez, c'est parti, let's go! Il se passe trop de choses inoubliables dans cette saison. Il y a trop d'émotions pour vous énumérer les choses comme ça à la d'une traite. Le premier épisode de la saison 4 est sorti le 13 octobre 2013. 2013 les gars, c'est vraiment l'année des zombies sur tous les supports. The Last of Us pour les jeux vidéo, World War Z et autres Warm Body pour le cinéma, et les saisons 3 et 4 pour The Walking Dead. Cette époque, elle me manque grave. Au niveau pop culture, il y avait que des trucs de ouf. On s'en rendait pas trop compte à l'époque, mais le zombie, il ne revenait pas à la mode. Il devenait carrément un phénomène culturel. Dans les années 80, les zombies, c'était réservé aux fans de films d'horreur un peu marginaux et borderline. Dans les années 90, c'est un genre qui avait complètement disparu, et dans les années 2000, ça revenait tout doucement à la mode, notamment grâce à Zack Snyder et son Armée des morts en 2004. C'est le film qui a fait entrer le zombie dans ce nouveau siècle. C'était aussi un genre réservé à un public bien ciblé, mais les zombies commençaient à parler à de plus en plus de monde, surtout aux États-Unis, avec l'arrivée de Zombieland en 2009, et avec The Walking Dead à partir de 2010, sans oublier Black Ops et son mode zombie, qui lui aussi aura bien dynamisé le genre dans le monde du jeu vidéo. Black Ops en fait, c'est le jeu qui a permis de mettre les zombies en avant auprès de la nouvelle génération. D'ailleurs, j'invite les gamers à checker ma vidéo sur Red Dead Redemption Undead Nightmare. Si vous kiffez les trucs avec les zombies, cette vidéo, elle devrait vous plaire également. Le virus zombie est télescopé sur toute la planète, d'abord au cinéma, puis dans les jeux vidéo, et enfin sur petit écran. Ce qui fait désormais appuyer sa suprématie totale dans tous les médias. Et début 2010, c'est l'âge d'or de la bestiole, et je pense que, dans un sens, ça sera la seule fois dans l'histoire où le phénomène du zombie aura été le plus puissant. Car depuis, il y a eu comme une forme de lassitude, tellement les mecs ont forcé là-dessus. J'ai du mal à voir le genre revivre à peu près le même engouement dans un quelconque futur. Je vais faire mon boomer 2 secondes, mais à l'époque, The Walking Dead, c'était un phénomène. C'était partout. On avait les bandes annonces et les trailers qui pullulaient sur YouTube et sur Dailymotion, à l'époque où on allait encore un petit peu dessus. Je parle même pas de la caisse de résonance des réseaux sociaux avec Facebook, Twitter, Instagram qui relayaient les photos de tournage, les selfies avec les acteurs, ce genre de trucs. C'était un phénomène planétaire. À l'époque, tout le monde regardait cette série. C'était une des plus vues de l'époque, et je le répète, elle était quasiment au même niveau que Game of Thrones au niveau des critiques et au niveau du succès. Ce qui était quand même pas rien. Et à l'époque, The Walking Dead bénéficiait d'une sorte d'enthousiasme culturel que malheureusement on n'est pas prêt de revoir. Parce qu'un truc à souligner, à l'époque, The Walking Dead, avant que ça devienne une sorte de dérivé complètement débile, c'était une série qui était quand même assez adulte dans le ton, mais qui malgré tout arrivait à réunir un public quand même assez large. On trouvait chez les fans de Walking Dead aussi bien des adultes dans la force de l'âge que des ados. Il y a pile 10 ans, en mars 2013, il y a de grandes chances pour que vous soyez à cette époque-là greffés devant vos écrans à admirer chaque épisode de la saison 3. Une saison 3 qui, en dépit de tout le bien que je peux penser d'elle, nous aura quand même un peu laissé sur notre faim. La saison se terminait de façon solennelle, avec peu d'action, oui, mais avec un gros niveau d'originalité, du genre que personne n'avait vu venir. La saison se termine quand même avec l'échec de l'attaque de la prison par les gens de Woodbury, dans un twist qu'on pouvait pas imaginer, et avec en cerise sur le gâteau, le gouverneur qui massacre son équipe sur un coup de sang, et la bande de Rick qui accueille le reste des survivants de Woodbury. La saison se termine sur un plan où tous les habitants de la ville emménagent dans la prison. La fin de la saison 2 annonçait quelque chose de vraiment puissant à venir, à savoir la conquête de la prison, quelque chose qui annonçait beaucoup d'action, et à la toute fin de la saison 3, le dernier épisode se conclut
par une certaine forme d'espoir, de poésie, loin de la tumulte et de la violence qui s'étalait sur toute la saison. Dans cette scène, Rick et son gang nous font part d'une démonstration d'humanité comme rarement on a pu voir dans une série. Une série qui portait dans ses débuts des valeurs très christiques, des valeurs parfaitement incarnées par le personnage d'Herschel Green, peut-être le personnage le plus respecté, le plus attachant de toute la série. Herschel, c'est le père et le grand-père qu'on aurait tous aimé avoir. On fait souvent allusion comme quoi Rick et Daryl faisaient un super duo dans les saisons suivantes, mais pour moi le plus grand duo de cette série, ça restera celui d'Herschel et de Rick. Deux personnages au caractère ambivalent à chaque saison et pour qui le respect sera infini. Rick sera en quelque sorte le fils spirituel d'Herschel. Et pourtant, le premier épisode de la saison 4, je le sentais moyen. Même si le début annonçait quand même quelque chose qui respirait quand même, il faut le dire, ce truc bien sauvage que comportaient les premières saisons. Rick franchit les portes de la prison, une prison qui, on comprend bien, sert de forteresse pour les survivants depuis plusieurs mois. On est au plein cœur de l'été, un été brûlant propre au climat de la Géorgie, et Rick part mettre des coups de bêche dans son jardin, avec de la musique country dans ses écouteurs. Le côté flic à chapeau et revolver python, ça c'est pas innocent. On sent que les gars voulaient vraiment avoir une empreinte très Far West, et je parle même pas des musiques employées tout le long des saisons, des sons avec des tonalités très country, très Midwest. The Walking Dead emprunte pas mal de codes du western, mais version post-apocalyptique. Ils ont essayé d'emprunter à peu près le même schéma dans Fear the Walking Dead, mais je me passerai de commentaires là-dessus. On voit donc Rick en train de jardiner en écoutant une musique bien country. Il est plongé dans son taf, le genre de boulot dans lequel on l'aurait jamais vu. Et il trouve dans son champ de culture un flingue, partiellement enterré. Un gun qu'a dû paumer un des mecs de Woodbury lors de l'attaque finale de la saison 3. Il retire un écouteur, et là, ce bruit. Ces saloperies de zombies accolés au grillage, en train de pousser leur son horrible. En se redressant, Rick les fusille du regard et, au lieu d'aller en buter quelques-uns pour la forme, il balance le flingue, remet ses écouteurs et retourne à son taf. En juste quelques plans, cette scène montre énormément de choses. Malgré l'apocalypse, Rick semble avoir pris la décision de changer de vie, pour désormais adopter un style de vie moins offensif, plus sédentaire, enraciné, très loin du nomade guerrier qu'il a incarné au cours des 3 dernières saisons. Même si la prison est conçue pour supporter n'importe quel genre d'attaque, on sent bien qu'il prend sur lui très fort pour ne pas lâcher sa binette, pour aller tirer dans le tas. Et on a tous esquissé un sourire quand on les a aperçus, tous ensemble dans cette prison. Carl, Daryl, Carol, Glenn, Maggie, Bess, Herschel, sans oublier Judith, la fille de Rick, pardon. Ils sont tous là, on est heureux de les voir, et la saison s'annoncera quand même plutôt tranquille. Le groupe de Rick est bien installé, Michonne part faire des patrouilles à cheval, les anciens pensionnaires de Woodbury se mettent bien eux aussi, il y a une école pour les gosses, un conseil pour prendre des décisions de façon démocratique, des couples en train de se former gentiment, loin des dangers de l'extérieur, loin des psychopathes, loin de tout ce bordel qui a mis le monde à genoux. Tout le monde semble souffler, prendre un nouveau départ, la vie semble enfin devenir presque supportable. Pourtant, malgré le spectaculaire qui s'annonçait dans la bande-annonce, cet opening de la saison 4, il est quand même assez tranquille. Pour moi, il y avait trop de personnages qui arrivaient d'un coup. Je voulais voir de l'action. Rappelez-vous, dans le premier épisode de la saison 3, c'était une boucherie. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Rick en train de jardiner, Daryl serrer des paluches à des geeks, Tyrese qui l'a vu une meuf, et des zombies qui se font déboîter un par un à travers le grillage. La tension de cet épisode est quand même beaucoup moins sérieuse et angoissante que le premier de la saison 3. Ce début paraît très tranquille, mais c'est justement en réalité pour amener quelque chose de beaucoup plus vénère. Si Andrew Lincoln a supporté les dernières saisons sur ses épaules, c'est au cours de la saison 4 qu'il va assumer sa suprématie totale sur le show. Assez ironique quand on sait que justement le personnage comptait se mettre en retrait par rapport aux autres pour des questions de vertu démocratique, vu que le danger semblait écarté pendant un moment. Mais quand il va ressurgir, Rick va retrouver sa position de leader suprême et on a affaire encore une fois à un Andrew Lincoln juste fantastique et exceptionnel. Si Rick paraît comme serein dès le premier épisode, il n'a en réalité jamais été aussi tendu. Rick est devenu plus qu'un simple survivant. Désormais, c'est un guerrier. Or là, il n'y a plus de combat. La menace zombie est toujours présente hors de l'enceinte, tout danger sérieux semble écarté, du moins pour l'instant. Quoi qu'il en soit, à chaque fois qu'il est dans le champ, il capte toute notre attention tellement il dégage une humanité quasi palpable. Là encore, juste masterclass, au niveau de l'acting, Andrew Lincoln est juste excellent. Ce qui est quand même très fort pour ce qui est, je vous le rappelle, une série télé. Malgré son évolution, malgré ce qu'il a pu traverser, Rick reste focus sur ce pourquoi il a été conçu.
survivre et protéger ses proches. Car comme je l'ai dit dans mes anciennes vidéos, The Walking Dead, c'est pas juste un beat'em all débile avec munitions illimitées à la Z-Nation. Sans aller jusqu'au drame psychologique bien sûr, la série n'hésite pas à pénétrer l'âme et le cœur des héros et des méchants. Là aussi on en parlera plus tard. À la fin du premier épisode, un ado se fait infecter par une sorte de maladie ayant été éradiquée par la civilisation. Mais faute de médocs et autres traitements, une sorte de sélection naturelle va se mettre en place. Des gens tombent malades, ils meurent, et ils se relèvent pour bouffer les vivants pendant leur sommeil. On le pensait enfin éliminé, mais le danger, la mort et la souffrance reviennent, encore, de façon plus insidieuse et plus vicieuse. Cette fois, ce qui arrive, c'est une grippe très agressive qui arrive dans un lieu confiné, comme cette prison, et qui a bien évidemment infecté presque tout le monde. Et les épisodes qui vont suivre vont être catastrophiques pour les habitants de cette forteresse. Parce que la saison 4, ce sera que ça, ce sera que des montagnes russes non-stop. Des montagnes russes qui vous laisseront pas souffler une seule seconde. Au début, j'ai cru que j'allais crever d'ennui, puis finalement, en fait, j'ai cru que j'allais crever d'une crise cardiaque, quoi. Parce que cette saison, elle est d'une intensité de malade, et émotionnellement, elle va pousser très très loin. Herschel va être le phare de cette saison. Malgré son âge avancé, c'est lui qui incarne une forme d'espoir. Il soutient tout le monde, apporte humour et philosophie, il connaît les bails pour cultiver la terre. Il donnera tout ce qu'il peut pour sauver un maximum de gens au moment du pic de l'infection, et pour guider tous les égarés dans les moments de doute. J'ai envie de dire qu'Herschel est le personnage le plus attachant, mais en réalité, ils sont tous attachants dans cette saison. Tout est fait pour les rendre attachants, réalistes, humains, et donc vulnérables. Et c'est pour ça que vous aimez cette saison. Les acteurs sont dedans, et on a peur pour eux, l'immersion est totale. En gros, on est à des années-lumière de ce qu'on en a pu voir dans les saisons 7, 8, 9, 10, 11. D'ailleurs, il est bon de rappeler que 2013-2014, c'était une période juste fantastique au niveau de la pop culture. Game of Thrones dominait le game des séries télé, mais The Walking Dead était en passe de surclasser la célèbre série d'Heroic Fantasy. Tout le monde parlait de The Walking Dead, tout le monde kiffait cette série. Les meufs kiffaient Daryl pour son côté aventurier sauvage, les gars kiffaient Rick pour son côté leader guerrier, des tas de meufs aimaient Carol parce que son personnage commençait à devenir méchamment cool, et ça on en parlera plus dans la deuxième vidéo. La saison 4 est une cascade émotionnelle qui a marqué son public au fer rouge. Parce que pendant que le virus est en train de pulvériser bon nombre de survivants dans le clan de Rick, les Walkers sortent de l'enceinte sont toujours aussi déter pour rentrer. La menace extérieure finira d'ailleurs par se répandre à l'intérieur. Mais heureusement Rick a eu la bonne idée de placer des fusils d'assaut en libre service, ce qui aura permis d'endiguer la progression de ces horreurs dans un des épisodes les plus stressants de la saison. Vous vous rappelez cet épisode où il y a Tyrese, Michonne, Bob et Daryl qui sont partis chercher des médocs à une centaine de kilomètres de la prison, pendant qu'en même temps, Herschel, Rick, Maggie et Carl doivent gérer à eux tout seuls en fait les malades et les zombies à l'extérieur qui essayent de rentrer. Je me rappelle avec ma meuf quand on avait vu cet épisode, quand il était sorti en 2013, franchement j'ai cru qu'on allait faire une attaque tous les deux. C'était beaucoup trop intense, émotionnellement c'était hyper balèze. C'était tellement stressant que je me cachais les yeux quoi. Et on aurait pu croire d'ailleurs que cet épisode était le sommet du stress alors qu'en fait non. Par rapport à certains qui vont venir, on en est encore très très loin. Ouais, les showrunners à l'époque, ils étaient grave déter. Et ça bien sûr, on y reviendra encore en détail dans la prochaine vidéo. Pendant les premières saisons, le gros du développement concernait les personnages du premier et second plan, comme Rick, Lori, Shane, Andrea, Dale ou même Merle, même si on le voit pas tant que ça. Un bon paquet d'entre eux nous auront quittés en cours de route, pour autant, cette saison met davantage les personnages secondaires au premier plan, sans pour autant exclure complètement Rick, Carl et tous les autres. Pour moi, ce traitement et ce management est un sans faute, vu qu'on aura droit au cours de cette saison à des scènes d'intro, voire carrément à des épisodes centrés intégralement sur certains persos qui étaient à la base secondaires. Des tas de scènes sont mémorables dans ces 5 premiers épisodes. Le passage où Carol avoue à Rick qu'elle a buté le crush de Tyrese, la scène de la bagnole face à la Horde, le moment ultra stressant où Glenn est à la limite de crever, l'affreuse scène où Rick saigne des petits cochons pour éloigner les rôdeurs des grillages. Et pourquoi je note 5 premiers épisodes? Parce que la première partie de la saison 4, elle est pas finie là. Parce qu'il va arriver un très gros élément perturbateur à la fin de cet épisode ultra stressant. Pendant que Rick souffle un moment avec son fils en dégustant un haricot, avec un super plan montrant la crosse du flingue, symbole de la défense et de la destruction, avec le haricot, symbole de culture et d'espérance, notez le joli parallèle, une nouvelle menace rôde dans le coin. Pire que les zombies, pire que le virus qui a fumé la moitié des habitants de la prison, Philip Blake, le gouverneur de Woodbury. Ceux qui ont lu le comics devaient forcément se douter que le gouverneur finirait par se pointer une nouvelle fois pour prendre sa revanche. Même si le personnage a été assez édulcoré en comparaison avec le psychopathe ultra vicieux du comics, le gouverneur de la série est lui tout aussi fascinant.
Enfin perso, j'admets avoir été envoûté par le jeu et la voix de David Morrissey. Ce beau gosse quinquagénaire a su réinventer le personnage en le rendant mystérieux, psychologiquement instable et obsédé par le contrôle et par le pouvoir. Ce qui permet de voir la série sous un autre angle, un angle du côté de Philip Blake et de ceux qu'il va malheureusement croiser. On en apprendra un peu plus sur ce personnage dont en réalité on savait pas grand chose. Un personnage qui, de par sa vision et son comportement, ne fera que précipiter la suite des événements vers le chaos. Les scénaristes d'ailleurs ont eu l'excellente idée de consacrer 2 épisodes à ce personnage. Abandonné par ses plus fidèles lieutenants, après avoir mis en cendres son ancienne ville, Blake se retrouve à arpenter les routes, seul. Il fera la rencontre d'une famille et matchera assez vite avec Lily, la mère d'une petite fille. Dans la foulée, c'est avec le gouverneur qu'on découvrira Tara, un personnage récurrent des saisons suivantes, perso auquel j'ai jamais accroché. Découvrir cette famille sera comme une sorte de nouveau départ pour le gouverneur. Par son charisme, il deviendra le pilier de la nouvelle famille et développera une alchimie avec la petite. Malgré le fait que Philip Blake était un monstre au cours de la saison 3, malgré tout ce qu'il a pu faire, on commence à éprouver un sentiment honteux de compassion pour lui. Il passe du stade de bourreau monstrueux à celui d'un homme qui retourne sur le droit chemin. Il redevient en quelque sorte le père de famille qu'il aurait dû rester. Du moins pour un temps. Au cours d'une de leurs virées, notre famille recomposée va tomber dans un piège, et Philip Blake va se battre comme un lion pour protéger la gamine, officialisant ainsi son rôle de père de substitution. Le piège en question est géré par un mec qu'il connaît très bien, Martinez, son homme de main qui l'avait suivi dans toute la saison 3 et qui l'a abandonné peu avant son coup de folie. Ce mec, vous l'avez déjà vu jouer un méchant dans Hypertension et un gangsta dans Elysium. Martinez gère un camp de survivants avec une équipe de gars. Seulement, l'harmonie entre les gars commence à battre de l'aile quand Philippe met un coup de club de golf en traître dans le crâne du pauvre Martinez, avant de le traîner pour qu'il se fasse bouffer par des zombies. Lors de cette scène, on comprend que Philippe est complètement fumé de la tête, alors que pourtant, j'avoue que j'avais un petit espoir pour ce mec. Je commençais vraiment à le kiffer, quoi. Je pensais qu'il se rachetait réellement, que ça allait devenir un mec bien. Profitant de l'instabilité au niveau des leaders pour s'imposer, Blake plantera le chef titulaire pour prendre sa place. Leader né, il n'aura aucun mal pour fédérer tous les gens du camp dans ses futurs projets. Là aussi, il ne refera le même coup que Woodbury, il assurera la sécurité de son clan et ira se défouler dans son coin en admirant le zombie du défunt leader, immergé dans la flotte, ce qui rappelle un peu son délire macabre avec les têtes dans les aquariums de la 3e saison. Très vite, il mobilisera tout son gang pour aller affronter un autre, celui de Rick Grimes à la prison, parce qu'il a toujours un peu le seum d'avoir perdu à la fin de la saison 3. Sous couvert de mettre sa famille en sécurité, Blake va utiliser tous ses gens pour aller se venger de Rick et massacrer tous ses proches. Et comme dans le comics, le gouverneur utilisera un tank pour venir mettre un coup de pression à l'équipe de Rick. Mais dans l'histoire, c'est pas le tank qui nous fait peur. Ce qui nous a tous terrifiés, c'est ça. Michonne et Herschel, à genoux, en passe de se faire descendre. Le fait de voir Herschel avec ce sabre le long de la gorge, ça a été un des moments les plus longs et les plus stressants de toutes les séries que j'ai pu voir, tout style confondu. Au cours de la saison 1, 2 et 3, on a eu maintes preuves comme quoi Andrew Lincoln était un excellent acteur. Il sait mettre de l'émotion, de l'intensité et du sérieux dans chacune de ses scènes. Mais le voir pendant ce passage, tenir tête au gouverneur, puis ouvrir son cœur, comme jamais il ne l'a fait, pour essayer de sauver la vie d'Herschel, au point de proposer au gouverneur et son clan de s'installer parmi eux, dans une sorte de paix mutuelle, ça m'a juste serré le cœur. Ceux qui n'ont pas vu la série ne peuvent pas mesurer l'intensité de cette scène. Oncle Herschel, à genoux, avec le tranchant d'une lame le long de la gorge, avec un fou qui la tient par le manche. Rick fera l'effort surhumain de mettre de côté son âme de guerrier pour proposer à son ennemi de s'installer à côté de là où il vit. Il était prêt à ce sacrifice pour sauver la vie de ses amis, mais la folie humaine étant ce qu'elle est, et la folie du gouverneur surtout toujours bien présente, ce dernier, après une brève hésitation, tranchera la gorge d'Herschel. C'est cette scène qui aura fait tout basculer. Après cet événement, Rick, comme tous les autres, ils seront plus jamais les mêmes. Ce passage était le summum de l'intensité. Quand j'ai vu Herschel mourir, croyez-moi, j'étais physiquement à genoux devant la télé. Beth est en larmes, Maggie pousse un cri de douleur absolue, et Rick, dans un cri de rage, dégainera son flingue pour fumer le gouverneur. Vous noterez d'ailleurs que malgré le coup porté à la gorge, Herschel reste un solide fermier, plein de dignité et stoïque. Toujours droit, il est mort en homme, en brave. Des gens crèveront dans les deux camps et à la fin, c'est la quasi-intégralité de l'équipe de gouverneur qui se fera pulvériser, principalement par Daryl d'ailleurs. Au cours de la fusillade, Philippe tombera sur Rick, blessé à la jambe, et partira en mode baston bien sale. Après avoir matraqué Andrew Lincoln à coups de poing, après avoir tenté de lui faire sauter la tête en l'étranglant, le gouverneur prendra un coup de lame dans le torse. La lame de Michonne, celle avec qui il avait tué Herschel. Ses mains ont à peine lâché la gorge de Rick que ce dernier, partiellement étouffé, demande directement à Michonne où se trouve Carl. Carl? Where's Carl? I don't know. Je trouve Michonne sacrément badass dans cette scène. Elle plante le gouverneur et reste là. Elle a comme démissionné, mais garde cette dignité malgré le chaos. Herschel est mort. La prison est en train de sombrer. Tout le monde est mort. Enfin, presque tout le monde. Rick, la tête enflée de partout, la jambe blessée, ira sur les lieux du massacre pour retrouver Carl. Maggie, Daryl, Bess, Sacha, tout le monde s'est tiré à la vue des zombies qui déferlent sur la prison. Tout le monde s'est barré en catastrophe, Rick et Carl se sont retrouvés. On pense qu'on peut souffler un peu, jusqu'à ce plan juste terrifiant.
Carl! Carl! We gotta go. It's over. Cet épisode se termine sur plusieurs plans terrifiants. Les zombies viennent de nouveau investir cette prison, autrefois le foyer et le bastion de la résistance humaine. Désormais, c'est de nouveau un cimetière rempli de morts vivants. Et parmi les morts, on peut reconnaître la jeune femme du premier épisode, celle qui s'était suicidée devant Rick. Fuyant le chaos et cette vision de cauchemar, Rick, blessé, avance avec son fils, en lui demandant d'avancer, de ne surtout pas se retourner, pour s'épargner un des spectacles les plus tristes et les plus désespérants de toute la série. Bon voilà, on en a assez parlé, c'était assez dark comme ça, on va pas en rajouter. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'en prépare une bien balèze pour la deuxième partie de cette saison. J'espère faire un travail encore meilleur. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt les amis, prenez bien soin de vous, ciao.